Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir parmi nous un chirurgien oral et formateur passionné, prêt à partager avec nous son expertise, docteur Adel Hamdani. Docteur Adel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et on commence toujours par une première question. Avez-vous choisi la dentisterie par choix ou par pur hasard? Alors, la dentisterie, c'est une grosse histoire. Je me suis pas orienté vers la dentisterie, d'emblée. Quand j'étais au lycée, ce que je voulais faire, c'était, réalisateur de films. Donc, je suis allé dans un lycée avec, un enseignement en cinéma. Pendant 3 ans, on a réalisé des films, on a travaillé avec des réalisateurs, de téléfilms, on a fait des courts métrages. Et c'était ce que je voulais faire. Je voulais aider les gens, d'une manière un peu différente de ce qu'on fait en dentisterie. L'idée, c'était, quand on va dans une salle de cinéma, on voit un film et on change un petit peu, de perspective, hein. On oublie ses problèmes, ça permet de soulever des questions. Mais c'est un domaine dans lequel, il faut des contacts. En France, c'est assez important et moi, j'en avais pas et je me suis dit: «Comment je peux aider les gens différemment?» et je me suis orienté, vers la médecine. Ok. Et je voulais faire de la chirurgie, donc pas forcément de la chirurgie orale, mais de la chirurgie. Et donc, ben, en France, on a un concours qu'on passe et en fonction de son classement, ben, Soit on médecine, soit dentaire, soit c'est ça, sage-femme, etc. voilà. Moi, j'étais à 4 places de la dernière place de médecine et ben, je me retrouve en dentaire. Je me dis: Et «Bon, de base, du coup, vous vouliez faire médecine générale. voilà, pour faire de la chirurgie». Ok. Et j'arrive en dentaire et je me dis: «Bon, bah, je sais pas trop ce que je vais faire là» et puis je découvre qu'il y a la chirurgie orale. Et que c'est une discipline, vraiment où il y a beaucoup de choses à faire. Heu, Quand je regarde la chirurgie orale, lorsque j'étais étudiant, il y a une dizaine d'années, par rapport à aujourd'hui, il y a eu des avancées incroyables Beaucoup évolué. et donc c'est une spécialité vraiment passionnante. Exactement. Donc mais je regrette pas d'avoir fait, du cinéma au lycée parce que, ben, aujourd'hui, que ce soit dans les réseaux sociaux, l'iconographie, prendre des photos de mes cas. En fait, d'avoir acquis cette, compétence, de pouvoir cadrer l'image, de pouvoir, monter mes films, mes rushs, mes photos et ben, c'est une compétence qui m'aide aujourd'hui dans ce que je fais. Et ça vous permet en même temps de le faire d'une manière un petit peu plus artistique que la majorité. Et du coup, comment se sont passées vos années d'études? C'était assez particulier. J'en ai un bon souvenir. Heu, je pense qu'il y a eu, des moments où c'était difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, on va dire, la première année de clinique. Un peu une sensation, un peu le syndrome de l'imposteur que je retrouve parce que chez mes étudiants, parce que je fais de l'encadrement, à l'université, et j'ai, des étudiants en dentaire dans ma consultation à l'hôpital et c'est quelque chose où j'essaie de beaucoup les rassurer. C'est-à-dire que, à mon avis, ce syndrome de l'imposteur, qu'on retrouve dans tous les domaines, heu, il n'est pas forcément corrélé à ce qu'on est réellement capable de faire et ça peut être un frein. Et en début, quand on arrive et qu'on doit soigner des patients pour la première fois, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Pour l'anecdote, ma première année en clinique, j'ai pas été validé en chirurgie. OK. J'en avais pas fait assez et chez nous là-bas, quand on n'est pas validé, en tout cas à l'époque, quand on n'était pas validé dans l'année, dans une discipline, si on voulait, passer notre année, on devait se rattraper tout l'été. J'ai OK, passé mon été à retirer des dents, faire des extractions d'accord. et heu et en fait, les gens ont pris l'habitude de venir me voir pour me confier des chirurgies et donc l'année suivante, j'ai commencé à faire des dents de sagesse incluses et après ça s'est jamais arrêté, heu, en termes de progression, quoi. Donc des fois, il y a des aléas qui font que Et du coup, après vos 5 ans, 6 ans d'études, c'était quoi le next step? Vous êtes passé à quoi? heu, alors moi, je savais que je voulais faire de la chirurgie. Quand j'ai terminé mes études, il y a eu, je savais que je devais, me former, trouver un moyen de continuer à progresser. Donc j'ai commencé à travailler, en libéral au cabinet
et j'ai toujours gardé la moitié de ma semaine, pour avoir une activité hospitalière et faire des diplômes à côté. Donc, j'ai fait un diplôme universitaire en implantologie, à l'hôpital de Saint-Joseph, donc, en maxillofacial et également, bah, j'ai eu des mentors, très, très, très forts que je remercie parce que sinon j'aurais pas fait cette carrière, D'où l'intérêt d'avoir un mentor, c'est très, très important. extrêmement important. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas prévoir. On peut pas prévoir qui va vraiment, nous marquer, nous faire évoluer et il faut pas forcer les choses aussi. Je pense que ça, c'est un Ça arrive conseil que je naturellement. donnerais. On peut pas s'entendre avec tout le monde et même si, on a l'impression que cette personne, elle peut nous apprendre beaucoup de choses, si ça connecte pas, ça ne marchera pas. Donc, voilà, moi je remercie le professeur Maman, donc qui est l'ancien doyen, de l'université, Paris-Cité en dentaire, qui je ne sais pas pourquoi, il m'a pris sous son aile il m'a appris énormément de choses et en implantologie, il y a le docteur Saïd Noujaïm, qui m'a appris énormément qui m'a orienté vers l'implantologie, m'a accompagné sur mes premiers cas, m'a appris énormément de tips, et puis aussi sur la vie, parce que le mentor, il n'est pas là que pour nous guider sur la partie technique et clinique, il nous aide à prendre des raccourcis, heu, que ce soit professionnel ou personnel. Personnel, exactement. Mais et du coup, c'est quoi, les limites entre la chirurgie orale, la parodontologie et la chirurgie maxillofaciale? Parce qu'il y a souvent une confusion entre ces 3 spécialités. Je pense que c'est normal qu'il y ait cette confusion parce que, c'est vrai qu'on fait un peu tous la même chose. Hem, la chirurgie maxillofaciale, en soi, on a quand même des chirurgies qui sont un petit peu plus lourdes. Ça va inclure la traumatologie des maxillaires, l'oncologie, donc tous ces cancers de la cavité orale, avec les traitements des séquelles, les chirurgies orthognathiques. Après, c'est vrai que souvent les maxillofaciales, en cabinet de ville, ils vont avoir une pratique de chirurgie orale. Ils vont faire, ben, des dents de sagesse, des implants, de la préimplantaire. En chirurgie orale, on est axé là-dessus, d'emblée. C'est quelque chose qui est, central dans la spécialité et après la parodontologie, bah, il y a des parodontologues qui font de l'implantologie et de la chirurgie, tout comme, en France, il y a des parodontologues qui ne font que la prise en charge initiale et un petit peu de chirurgie. OK. Donc, dans les 3 situations, c'est des spécialités qui continuent à se développer, que ce soit en termes de technicité, en termes d'approche. Elles sont toutes les 3 intéressantes. Hem, je me dis plutôt chirurgien oral. OK. Et si par exemple, il y a un dentiste qui vient vous demander, est-ce que vous allez l'orienter plus vers, l'omnipratique ou, hyperspécialité? Ça, c'est une bonne question parce que ce que j'ai pu constater, c'est qu'au Maroc, les praticiens font tout. Il y a très peu d'hyperspécialistes. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer un ou 2 plutôt en odontologie pédiatrique. Hem, nous, en France, on est vraiment sur, un système d'hyperspécialité avec, bah, des omnipraticiens et des spécialistes. L'avantage, on va dire, de ce fonctionnement, c'est que, bah, quand on est spécialiste, on peut vraiment pousser, les thérapeutiques très, très loin. Quand on est omnipraticien, je pense que c'est assez compliqué d'arriver à avoir, un niveau très poussé, par exemple en chirurgie orale ou, en endodontie ou, en parodontologie. Heu, si par exemple tu as un sinus lift le matin et que juste après, tu Un as traitement un d'eau soin sur un enfant, puis après une prise d'empreinte, on est sur des choses qui sont tellement éloignées que, sur un niveau moyen, ça peut aller. sur le long terme, C'est compliqué. Puis, moi j'ai fait 2 ans d'omnipratique au tout début de ma carrière. Quand j'ai commencé à faire de la chirurgie avancée, c'était très compliqué pour les patients de comprendre et de comprendre que c'était cohérent et ils avaient raison quelque part. Quand j'avais un patient où j'avais fait, le traitement des caries,
de sa petite fille le matin. Il me dit: «Bah, est-ce que vous pouvez me prendre en charge parce que ça se passe bien?» Je lui dis: «Bah, pas de problème, passez». Il vient en consultation, pour des implants. Je lui dis: «Bon, on va faire un sinus lift ici. Là, pareil, on va ouvrir le sinus, on va mettre des implants». Et il m'a regardé avec des yeux et il m'a dit: «C'est vous qui allez faire ça?» Je lui ai dit: «Bah oui». Et après j'ai réfléchi. Je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi, je fais: «Mais je comprends pas, ce qui s'est passé». Et je me suis dit: «Beh, c'est normal en fait». Lui, sa vision de ce que j'ai fait, c'est je suis un dentiste, je soigne des caries et là, il veut m'ouvrir le sinus. Donc en fait, même le patient, il comprend pas très bien, C'est pas le très grand cohérent écart. de C'est ça. OK. Donc à un moment donné, pour être cohérent avec les techniques qu'on va appliquer, la cohérence, c'est d'être spécialiste et quelqu'un qui fait 2 sinus lifts par an ou il va pas avoir la compétence pour faire un sinus lift rapidement. Il va faire face à peu de complications. Comment il va gérer les complications s'il en fait que 2 par an? Et les interventions vont durer très longtemps. Quand, tu fais 2-3 sinus par mois, en fait, dans l'année, tu en as fait une trentaine, en fait, tu en fais tout le temps. Et s'il y a une, difficulté, c'est assez simple à gérer parce que tu as l'habitude. Les D'accord. interventions durent moins longtemps aussi. Après, il faut avoir la vision d'un omnipraticien et je pense qu'il faut être dans un milieu où il y a d'autres dentistes qui font le reste. Sinon, être focalisé sur sa spécialité, parfois on passe à côté de beaucoup de choses. Il faut avoir, ça c'est vrai, ça c'est totalement vrai. Il faut, en tant que spécialiste, il faut vraiment faire l'effort de, continuer à se former et s'intéresser à ce que font les autres spécialités. Heu, Moi par exemple, ben, il y a quelques mois, je suis allé au congrès de l'Europério. L'Europério, c'était des conférences, La paro. sur la paro, les brossettes, ce genre de choses, c'est des choses que je connais, mais c'est pas mon quotidien. Et c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé et je me suis dit que, je vais essayer de faire un congrès, d'autres spécialités une fois par an. Juste pour voir un peu, comment ils voient les choses, qu'est-ce ils peuvent proposer. Donc, c'est une bonne remarque, ouais. Je pense que c'est Exactement. important quand même de continuer à se renseigner sur, les autres disciplines. Du coup, on sait très bien que vous êtes également formateur. Vous proposez beaucoup de formations. Quelles sont les différentes formations que vous proposez? Je propose principalement de la formation en implantologie. Donc on a un organisme de formation que l'on a créé avec mon associé, c'est un et ami de longue date, le docteur Thibaut Pérez. Heu, on a une formation qui a la particularité, d'être une des rares formations à proposer de la clinique. Donc c'est une formation très axée clinique et l'objectif, c'est vraiment de synthétiser, un l'expérience clinique qu'on peut avoir sur une année dans un DU, avec, pratique sur patient, Quelques mois, en quelques jours, en fait, hein. quelques jours, OK. Quelques jours. Il faut démystifier l'implantologie. La pose d'un implant simple, c'est un acte chirurgical qui est beaucoup plus accessible que d'extraire des dents de sagesse incluses. Et on a un peu l'ancienne génération, de chirurgiens qui, avec raison, hein, parce qu'on avait moins de recul, ont, ont un peu, mis, cette, thérapeutique sur un piédestal. Aujourd'hui, on a besoin de traiter les patients. S'il n'y a pas une démocratisation de l'implantologie, il va y avoir des patients qui ne sont pas, traités. Donc il faut arriver à démocratiser ça et ça veut dire aussi quelque part démystifier l'implantologie. Poser un implant simple, ça nécessite pas de passer, 2 ans, de formation spécifique. Si vous faites 2 ans, de formation, en implantologie, bah, il faut vous spécialiser, hein. Il ne faut pas continuer à faire de l'omnipratique. Et depuis peu, je fais de la formation également en autotransplantation et ça pour le coup, bah, c'est mon cheval de bataille, hein, je pense que c'est extrêmement important que, cette thérapeutique, elle prenne sa place dans le gradient thérapeutique. OK, mais du coup, en parlant d'autotransplantation, qu'est-ce qu'un transplant? Un transplant, bah, un transplant dentaire, c'est une dent qu'on va récupérer, soit une dent incluse, hein. Dans la technique d'autotransplantation, il y a aussi le fait de transplant, ça peut être une dent qui est sur l'arcade, mais qu'on ne peut pas traiter, en bouche. On peut avoir une résorption cervicale, heu, qui n'est pas accessible, qui est radiculaire et ben, on doit extraire la dent.
La technique d'autotransplantation, elle peut consister à extraire cette dent, la traiter en dehors de la bouche et ensuite la remettre, dans sa position, avec un traumatisme vraiment à minima et la possibilité pour le patient, comme alternative de ne pas perdre sa dent. OK. Bah, du coup, quelles sont les indications et les contre-indications de cette technique? Les indications, ça va être le remplacement, de dents, qui sont non conservables ou qui ont un pronostic, réservé. Typiquement, les premières molaires, mandibulaires, on sait qu'il y a très souvent des lésions c'est des dents qui vont souvent présenter des lésions carieuses, souvent pendant l'adolescence et on peut les remplacer, ben, par une dent de sagesse, qui va être saine, accessible à l'extraction et positionnable, directement. Ça peut être dans le cas des traumatos, chez le jeune enfant, 7, 8 ans, avec l'incisive qui a été réimplantée ou qui s'est fracturée et qui ne peut pas être conservé, ben, on peut être amené, en collaboration avec l'orthodontiste à, transplanter, une prémolaire qui aurait été extraite pour le traitement orthodontique à la place de l'incisive et donc ça évite à l'enfant de se retrouver avec un édentement, pendant un certain temps, et il se retrouve avec une dent naturelle, et la thérapeutique permet d'éviter, le traumatisme de enfin, de l'édentement. Et du coup, pour la forme, il faut tailler la prémolaire pour la rendre OK. C'est ça, ouais, voilà. Il faudra la couronner, La j'imagine? couronner également. D'accord. Est-ce que si, par exemple, il y a un enfant qui présente une cyste, il doit l'extraire, on va extraire une dent de sagesse, la poser à la place de la cyste, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'ankylose et de résorption de remplacement? Alors, ça, c'est très bien documenté dans la littérature. Chez un adolescent, donc sur une dent immature, le risque de résorption inflammatoire ou d'ankylose, il est respectivement de 2 et 2. Donc, c'est vraiment, très marginal. Pour ce qui est de l'ankylose, on sait que c'est des évolutions lentes. Donc sur une molaire, c'est pas une complication qui est très embêtante. Si le patient, le jeune patient, il garde son transplant jusqu'à 30 ans, on pourra lui poser un implant, sans difficulté et en plus l'ankylose permet de conserver le niveau osseux. Mais encore une fois, ça reste rare. La résorption inflammatoire, dans mon expérience, elle va vraiment, être plus fréquente, chez l'adulte sur les transplantations, de dents matures. Heu, Dans la littérature, elle est de l'ordre de 4. Hem, mais ça reste quand même avec un bon protocole, ça reste très rare. Et est-ce que la dévitalisation est systématique? Non. Non, non, non. C'est ça qui est magique, hein, sur l'autotransplantation, c'est que sur les transplantations de dents immatures chez l'adolescent, on va avoir, une revascularisation du transplant. C'est pour ça que, depuis les 6 ans où je fais de l'autotransplantation, j'en arrive à un stade où, une dent qui, est dévitalisée, qui présente une couronne, chez un adolescent de 14, 15 ans, je préfère, mettre en place la dent de sagesse qui va se revasculariser et qui est indemne de caries, qui ne présente aucun délabrement et qui aura un meilleur pronostic que de laisser une dent qui a été couronnée avec des fois des traitements endodontiques difficiles, hein. Je pense on a tous, déjà réalisé un traitement endodontique, chez un enfant de 10 ans, 11 ans. C'est pas facile, c'est compliqué et on fait au mieux possible, mais c'est pas toujours des traitements qui sont exceptionnels. Exactement. Mais est-ce que en termes de technicité, c'est pas plus compliqué de faire ça que de poser un implant? Bah si, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de faire une transplantation que de poser un implant. Hem, mais l'implant, malheureusement, on ne peut pas le poser chez l'adolescent. Donc on se retrouve un peu dans ce que j'appelle, un flou thérapeutique, Un un dilemme. vrai gap, où, de, 15 ans à, 21 ans, on dit aux patients d'attendre et si on regarde bien en dentisterie, on n'a pas beaucoup de situations où on dit aux patients: «Bon, je ne peux rien faire, revenez plus tard». C'est assez rare. En général, on fait quelque chose, on prépare le terrain, on met en place une thérapeutique provisoire, mais chez l'adolescent, souvent, ça va être, bon, bah, heu, tu reviendras quand tu auras fini ta croissance et on te mettra un implant. Je trouve ça assez lunaire, pour ma part
Donc il y a pas d'alternative en fait à la transplantation. Maintenant il faut se former. Pour pouvoir transplanter, il faut se former. Pour moi, il y a 2 étapes. 2 étapes à retenir. La première, c'est de savoir que ça existe, c'est de pouvoir, en parler au patient et de pouvoir orienter le patient, si c'est la thérapeutique la plus adaptée. La deuxième, si on a l'habitude de faire de la chirurgie, qu'on a l'habitude, d'extraire des dents de sagesse, et ben, c'est de se former à cette technique parce qu'on ne peut pas, mettre de côté toute une population de patients parce qu'on n'a pas fait l'effort de se former à une technique. Et est-ce que ou plutôt quel est l'apport de la technologie, du digital, dans cette technique justement? Bah, c'est une révolution. C'est une révolution. C'est, ça a totalement changé le protocole d'autotransplantation. On est passé d'une technique, heu, mon protocole il y a 6 ans, c'était pas un protocole que je pouvais enseigner de manière, efficace. Parce qu'il y avait tellement de facteurs, qui sont liés à l'expérience chirurgicale, l'expérience de la transplantation, que le seul moyen, c'était qu'un praticien, bah, s'il voulait avoir, la même expérience que Ça moi, rendait moins reproductible, c'est l'acte. ça, il fallait qu'il passe, bah, si tu veux transplanter comme moi, ça fait 2 ans que j'en fais, bah, il faut que tu transplantes pendant 2 ans. C'est pas possible. Aujourd'hui, on a, grâce au numérique, les guides chirurgicaux, les duplicata de transplant, les guides de repositionnement, on a un protocole qui est réitératif. Et aujourd'hui, moi, dans mon service hospitalier, que ce soit les internes de médecine bucco-dentaire ou les internes de chirurgie orale, ils ressortent du service en ayant fait une autotransplantation et en ayant géré le protocole de A à Z. C'est la mission que je me suis donnée. OK. Il faut que ça se diffuse. Faut que ça se démocratise. Tout à fait. Et en termes de longévité, si on a à comparer un transplant et un implant, ça serait, judicieux de faire laquelle des 2 thérapeutiques? Dans la littérature, on est sur des taux de survie qui sont équivalents. Sur l'implant, on est à 10 ans autour de 96. Sur le transplant, on est, dans les dernières, revues systématiques avec méta-analyse, on est sur, des taux de survie supérieurs à 95. Donc c'est plutôt similaire. Maintenant, de mon point de vue, entre avoir un implant, pour lequel il y a quand même une pathologie qu'on ne sait pas traiter, la périimplantite. On n'a pas de traitement, efficace à 100 aujourd'hui. On a des pistes de thérapeutique, on a des moyens de prévention, mais on n'a pas de thérapeutique efficace à 100. Donc et en comparaison, on peut avoir le transplant qui est une dent et donc en fait, les dents, on sait faire. On connaît, la prise en charge, on sait évaluer les pathologies et donc s'accorder sur la thérapeutique. Je dirais que pour un patient de moins de 30 ans, si on a une dent disponible, qui se prête à une transplantation, j'aurais tendance à proposer la transplantation. Au-delà de 30 ans, la thérapeutique implantaire, elle est plus simple à mettre en place. On connaît la cicatrisation en fonction de l'âge et plus on vieillit, moins bien on cicatrise. D'accord. Donc au-delà de 30 ans, je préconiserais plutôt l'implant. OK, d'accord. Et il y a une question qui me passe par la tête. Supposons qu'il y a un patient qui a déjà extrait sa cisse, Mmh. il a toujours une dent de sagesse qui est immature. Est-ce qu'il y a moyen de faire cette thérapeutique? Oui, oui, OK, oui, oui. Heureusement parce que des fois, dans les 6 ans qui sont passés, ça m'est arrivé d'avoir des patients qu'on n'a pas réussi à intercepter au bon moment et ils arrivent dans le service ou à ma consultation, en ville et la dent est déjà extraite, hein. Donc c'est très bien documenté, hein, il y a pas de différence significative en termes de transplantation, de transplantation immédiate ou de après extraction, transplantation exactement. différée. Donc ça marche, tout aussi bien. Heu, c'est un petit peu plus technique, il faut recréer l'alvéole, mais avec le bon protocole, ça se fait, très facilement, ouais. OK. Après il y a une question très importante pour les praticiens en termes de rentabilité. Mmh.
C'est une bonne question, c'est important. À la fin de la journée, il faut quand même que ça fonctionne dans le cabinet. Hem, nous en France, on a une prise en charge sur les autotransplantations, qui est plutôt bonne. Maintenant, on a, si on s'arrête sur la facturation, du tarif opposable, c'est une thérapeutique qui est assez limite en termes de rentabilité, hein, forcément par rapport à un implant. Hem, Maintenant on a la possibilité de réaliser un guide chirurgical. Pour moi, le protocole, il doit inclure un guide chirurgical. Ce guide chirurgical, il peut être inclus, dans le devis. Dans ma pratique, on arrive quand même à des taux horaires qui sont équivalents à la pose d'un implant unitaire OK. et un temps chirurgical qui est équivalent à une pose d'un implant. Donc, si j'ai un patient où je dois poser un implant et un patient où je dois faire une transplantation, je vais passer autant de temps dans les 2 cas et en termes de facturation, je vais être C'est à peu équivalent. près la même. Voilà. Pour le patient, c'est quand même plus intéressant parce que sur, un implant, il devra réaliser la couronne. Sur le transplant, il n'y a pas de couronne à réaliser. Ça veut dire oui, certes, pour le cabinet, il n'y a pas la couronne à facturer, mais c'est moins de problématiques et moins de sous-traitance. Tout est géré sur une intervention, après c'est que du suivi. Et ça revient un peu moins cher aux patients. C'est ça, donc en termes de suivi du plan de traitement, c'est quand même sympa. Et c'est remboursé en France en termes de En France, il y a nomenclature? une grande partie qui est prise en charge, ouais. D'accord, OK, c'est intéressant. Alors sans vous proposez bien sûr, une formation d'autotransplantation au Maroc. Vous Mmh. pouvez nous en parler un peu plus? Alors ça, je suis vraiment trop content. Ça, je le répète à chaque fois, d'être à Casablanca aujourd'hui et puis de revenir, de manière, fréquente. Donc on a une formation, d'autotransplantation, qu'on organise, en octobre. C'est la première formation d'autotransplantation qui est réalisée dans le continent, africain. Heu, donc c'est un peu historique. Voilà, je me dis ça, c'est quand même, incroyable. Dans 10 ans, j'espère me dire: «Waouh, on l'a fait, quoi» et j'espère que, qu'il y en aura encore d'autres, derrière. À mon avis, c'est important que ce soit diffusé. Je pense que cette technique, elle a encore plus d'avenir, dans le continent africain qu'en Exactement. Europe, hein. Parce qu'il y a un vrai besoin, de traitement, de l'édentement chez l'adolescent. Il y a énormément de patients polycarieux et puis il y a beaucoup de populations qui ne peuvent pas, se permettre la pose d'un implant. Donc c'est une thérapeutique qui a de l'avenir, à mon sens. Heu, j'ai une collègue, espagnole qui m'avait raconté que même en Espagne, de plus en plus de praticiens, s'intéressent à la technique D'accord. parce que les gens n'ont pas forcément la possibilité de faire l'implant et on va pas les laisser, édenter, quoi. Surtout s'il y a des dents disponibles, Du coup, il y a cette alternative. Vous pouvez un peu détailler le programme? Ça s'étale sur combien de jours? Est-ce qu'il y a de la pratique et cetera? Alors donc, c'est une formation en 2 jours, hein. Il y a une journée, théorique, donc on revoit vraiment, toutes les étapes, de l'autotransplantation, le protocole opératoire, les indications, mais également on voit ensemble la cicatrisation de l'os alvéolaire, du transplant. C'est quelque chose qui n'est, pas du tout enseigné. Comment une dent transplantée, elle cicatrise. On connaît, on sait très bien comment cicatrise une dent, traumatisée, réimplantée, comment cicatrise, un implant, comment cicatrise une dent traitée endodontiquement, mais le transplant, pas plus que ça. Également comment va cicatriser la gencive autour de ce transplant et comment gérer les complications. Parce que ça, même si elles sont rares, il faut savoir les gérer. Gestion de la transplantation de la dent mature et de la dent immature. OK, La deuxième journée, c'est une journée, de travaux pratiques. On voit, le step by step, de la planification 3D. Comment, designer un guide, comment planifier une chirurgie guidée en transplantation et enfin, il y a les travaux pratiques directement sur modèle. Donc ça va être, les étapes de la chirurgie directement sur modèle 3D. Voilà, pour que le jour où on se lance au cabinet, on puisse, vraiment avoir déjà réalisé toutes les étapes. d'accord, parfait. J'ai encore 2 petites questions, mais là, Mmh. c'est niveau implantologie. Si vous avez une dent à extraire, vous préconisez plus ou vous préférez plus de faire une extraction implantation immédiate ou
une extraction, implantation différée? Alors, si l'extraction implantation immédiate, elle est possible, je préfère faire l'extraction implantation immédiate, hein. La littérature, elle est claire dessus, on n'a pas, on a une conservation du volume osseux qui est équivalente et un taux de succès qui est équivalent, que l'on fasse l'implantation en immédiat ou qu'on la fasse en différé. Ils évoquent 3, il me semble, de complications précoces en plus sur les extractions implantation immédiate. Ça reste quand même très minoritaire et quand on a l'habitude, ça marche très bien. Et l'avantage en extraction implantation immédiate de conserver le profil d'émergence, avec des piliers, c'est ça? Et après la deuxième question, est-ce que vous êtes plus pour la chirurgie en freehand ou avec des guides chirurgicaux? Alors, je suis pour les 2. Il faut maîtriser les 2. Pour les 2, oui. Alors, on a vraiment l'ancienne génération, qui a eu du mal, hein, quand les guides, chirurgicaux sont arrivés. On entendait des choses comme, «J'ai jamais eu de problème à poser à main levée. Est-ce que tu m'as déjà vu galérer à poser un implant?» C'est des remarques qu'on a entendues. Aujourd'hui, on ne peut pas, tourner le dos à la technologie. On a des moyens d'avoir un niveau homogène de, de technicité, de chirurgie, grâce aux guides. Que vous ayez bien dormi la veille ou pas, que vous soyez en forme ou pas, votre niveau, il va être homogène, Que vous ayez de l'expérience ou pas. de l'expérience ou pas. Maintenant, mon petit bémol, c'est que, quand on se lance dans une chirurgie guidée, ça doit être une chirurgie pour laquelle on doit être capable de la faire à main levée. Exactement. En cas de complications. En cas de complications, hein, on le sait des fois, le Juste une guide fracture du il guide. guide se fracture, finalement l'implant, on fait le pointage, c'est pas au bon endroit, il y a des décalages, il faut reprendre à main levée et ça, c'est des choses de la vie de tous les jours et donc à mon sens, il faut savoir faire les 2. Exactement. Et du coup, on sait très bien que, notre métier, c'est un métier très stressant, autant plus, dans la chirurgie. Comment vous arrivez à gérer entre votre vie, professionnelle et personnelle? Alors, bah, c'est une bonne question, je pense qu'il faut arriver à trouver un équilibre. Maintenant, il y a 2 manières de voir les choses et je pense il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. On peut se dire, qu'on n'est pas et je vois beaucoup de collègues qui sont pas forcément très épanouis, dans leur métier et du coup, ben, ils font du cabinet, sur un certain nombre de jours et ils essaient de partir en vacances un maximum, de fois. Ou sinon on peut être très épanoui dans son métier et se lever le matin et se dire: «Je suis content, je vais aller faire, cette intervention, je vais pouvoir faire ça et puis on va faire des photos» et cetera. Moi je suis plus sur la deuxième option. C'est-à-dire que, j'essaie de faire que, mon temps au travail soit un temps que j'apprécie et ne pas me retrouver dans une situation où, j'ai hâte de finir ma journée pour rentrer chez moi et vivre ma vraie vie. Heu, on passe 50 de notre temps ou 40 de notre temps au travail, autant que ça se passe bien, qu'on ait le sourire, le smile et que ce soit cool, quoi. Faut être épanoui autant, dans le travail que, votre vie personnelle. Tout à fait. OK, Parce que ça permet de monter les 2, on va dire. Si on est épanoui au travail, on aura une vie personnelle, qui est positive et si on a une vie personnelle qui ne fonctionne pas bien, on peut pas être efficace au travail. Donc et vice versa. tout à fait. Alors, j'imagine que durant toute votre carrière, vous avez vécu beaucoup d'anecdotes. Est-ce que vous avez une anecdote particulière à nous raconter? Une anecdote, c'est compliqué. Directement en rapport avec, le cabinet ou le fait Oui, que je suis pas praticien? forcément, pas forcément. OK. Ouais, j'en ai une qui est assez marrante. J'étais dans un avion, un jour, j'allais, au Costa Rica. On devait faire une escale à New York et alors vraiment j'étais habillé, j'avais un sarouel, donc je pense que tout le monde voit c'est quoi un sarouel et un bonnet. Parce que c'est l'époque où je laissais mes cheveux pousser, donc ça ressemblait à rien et donc j'essayais de dormir et là, ils appellent, «Est-ce qu'il y a un médecin dans l'avion?» Ils appellent une fois, je me dis: «Bon, il doit y avoir un médecin, je vais essayer de dormir»
Ils appellent 2 fois, puis ils appellent 3 fois. Et là, la troisième fois, on me dit: «Non mais Adèle, tu dois y aller là». Je dis: «OK, j'y vais». Là, je me lève et puis je commence à remonter l'allée de l'avion. Tout le monde me regarde en se disant: «Mais c'est qui lui?» Imaginez, hein, Sarouel le bonnet. J'arrive à l'arrière de l'avion et là, il y a l'hôtesse de l'air, le steward, ils sont un peu affolés, donc ils disent: «Vous êtes médecin?» Je fais: «Bah, je suis chirurgien dentiste, je peux peut-être aider, qu'est-ce qui se passe?» Ils disent: «On a une patiente, elle a fait un malaise, elle nous a dit qu'elle était cardiaque, vraiment on n'arrive pas à avoir au téléphone le médecin, de la compagnie, on ne sait pas quoi faire». Je dis: «Bon, amenez-moi voir la patiente, on va voir, ce que je peux faire». Donc je vais voir la dame, elle était allongée, elle se sentait pas bien, tout ça et je discute avec elle. Bon, qu'est-ce qu'elle prend comme médicament? C'est quoi ses antécédents? Donc elle avait un petit trouble du rythme, un peu d'hypertension, rien d'embêtant. Elle faisait probablement un petit malaise vagal. Donc j'ai appelé les hôtesses de l'air, on a mis des coussins, on lui a levé les jambes. Je lui ai dit: «Je reviens vous voir dans 10 minutes». Elle était rassurée et je retourne à l'arrière de l'avion et là, le steward me regarde et me dit: «Docteur, est-ce qu'on doit faire atterrir l'avion?» Et là, je me suis dit: «On va plus jamais me poser cette question de ma vie, il faut que je profite un petit peu». Donc j'ai laissé un petit temps de pause et j'ai dit: «Non, non, c'est bon, ça va aller, on fait pas atterrir l'avion, hein». Très, très belle Voilà. anecdote. Alors, si vous avez, un conseil ou des conseils à donner à nos jeunes étudiants, jeunes praticiens, ça serait lequel ou lesquels? Un conseil que je me donnerais à moi en début de carrière, c'est prenez le temps de vous former, vraiment. Hem J'ai commencé à me former très vite après, mes études, mais même aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai pas assez fait de formation, que je me suis pas assez impliqué, alors que je prenais la moitié de ma semaine quand même. Les formations vont vous coûter plus cher si vous attendez d'être dans votre trentaine. Si vous avez une vie de famille, que vous ouvrez un cabinet, vous allez avoir des frais, vous allez avoir beaucoup de choses qui font que fermer le cabinet, 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est embêtant. Et quand vous êtes jeune, vous pouvez le faire parce que vous avez du temps libre hein, et vous n'êtes pas encore à votre pic de pratique. Vous n'êtes pas à votre pic, d'efficacité au cabinet et c'est ce moment-là où les formations vous coûtent le moins cher. Donc je vous recommanderais de se former au maximum. Essayez un maximum de choses avant de vous spécialiser. Heu, Apprenez, renseignez-vous sur les autres, disciplines. Allez voir des praticiens qui sont bons. Vraiment, on n'a jamais la porte fermée dans nos cabinets, j'ai encore, il y a 2 jours, j'ai 2 étudiantes, de Rabat qui m'ont demandé si elles pouvaient passer à Paris, pour faire un stage. J'ai une étudiante de Londres qui est venue aussi faire un stage avec moi. Heu, la porte de nos cabinets, est grande ouverte la plupart du temps, donc allez voir, renseignez-vous et faites un choix, en ayant toutes les informations. OK. Du coup, merci pour ces conseils précieux. Merci, déjà d'avoir accepté l'invitation, d'être parmi nous. Merci pour votre générosité et inch'Allah, on se revoit d'autres circonstances, d'autres formations. Je pourrais faire juste une petite annonce parce que là, du coup, c'est une Bien sûr, exclue. bien sûr. On a eu l'autorisation d'en parler que, hier avec, mon associé. OK, Donc avec le docteur Pérez, on va reprendre, la direction, du diplôme universitaire, de l'université de Rabat, OK, l'université internationale OK. de Rabat. D'accord. On est super excités, bah, c'est une opportunité, de pouvoir partager, de créer une formation, de niveau européen, dans cette université et les inscriptions sont ouvertes également. OK, OK. Voilà, Ah, donc parfait. c'est l'exclusivité, vraiment on peut en parler que depuis ce matin donc Ah, c'est hyper intéressant. Bah, du coup, merci beaucoup avec plaisir. et merci les amis, merci pour votre visionnage et inch'Allah au prochain podcast.